L'objectif de ma visite, c'est d'annoncer qu'on reste en Formule 1 pour longtemps. Ce sont les mots du nouveau CEO de Renault, François Provost, au micro de Canal+, à quelques minutes du départ du Grand Prix d'Italie. Alors, on a déjà fait plein de vidéos sur Alpine, le pourquoi, du comment, quel est le sens de la marque aujourd'hui, et force est de constater que l'on reste toujours dans le flou. Ce n'est plus un problème de communication, d'ailleurs je ne suis pas sûr que ça l'ait été, mais c'est un problème de projet. Alors, les piliers que sont les valeurs de la marque sont aujourd'hui sur la légèreté, l'agilité, la performance, il me semble, mais le lien avec la piste que l'on pouvait connaître un peu avant ne fonctionne plus. Il n'y a plus beaucoup de Français dans cette écurie, Viry-Châtillon a fermé ses portes à la F1, bref, il n'y a que la marque, le drapeau tricolore, ainsi qu'un pilote français au sein de cette écurie, qui reste aujourd'hui français. Je grossis évidemment le trait parce que évidemment qu'il y a quand même quelques Français à Enstone qui travaillent dans l'écurie, donc voilà. Alors, j'en ai vu certains dans les commentaires sur les dernières vidéos d'Alpine ou quand on parle de ce sujet-là, parler d'un projet 100% français. Quitte à ce qu'on s'engueule avec une usine en Grande-Bretagne, peut-être autant tout rapatrier en France et faire une écurie 100% française, châssis et moteur, et que on s'engueule entre nous, ce qui est une de nos grandes spécialités. Donc bon, mais entre deux engueulades, nous les Français, on peut aller chercher l'excellence française dont nous sommes capables, car oui, le sport auto en France, c'est quand même assez imposant. Alors je comprends ce mood, cette envie de faire un projet 100% français, cette fierté française que l'on a qui parfois est bien plus envahissante ou importante par rapport à peut-être d'autres pays. Oui, nous sommes patriotes, mine de rien, lorsque l'on se confronte surtout à l'international. Cependant, aujourd'hui, un projet 100% français en Formule 1, je parle évidemment, n'est à la fois pas une bonne idée et en plus, je pense pas qu'elle soit faisable. Car oui, il y a déjà eu un projet 100% français et c'était celui de Prost Grand Prix dans la fin des années 90. Sauf que ce qui était vrai à l'époque l'est encore plus aujourd'hui. Et il se pourrait bien que la Formule 1 impose, malgré elle, la nécessité non pas forcément d'être britannique, mais de construire sur le sol britannique. Alors j'irai même plus loin, la Formule 1 est internationale par ses individus, britannique par sa géographie et américaine par propriété. C'est un mélange multiculturel un peu particulier, alors je vous propose qu'on se pose la question ensemble de savoir si un projet français ou même un projet simplement national d'un pays en Formule 1 c'est encore possible aujourd'hui. D'ailleurs, comme on va parler de structure, de projet, parfois d'avenir, on a la chance d'avoir un sponsor, Corum l'Épargne, sur cette vidéo qui est en lien avec le thème. Corum l'Épargne, c'est une entreprise qui est engagée pour aider ses clients à construire un patrimoine et surtout à réaliser des projets de vie. Alors que ce soit acheter une maison, créer une entreprise, pourquoi pas une écurie automobile pendant qu'on y est, ou encore devenir pilote professionnel comme Victor Martins, bref, vous pouvez avoir plein de projets de vie différents, pas obligé d'être dans le sport auto évidemment, mais Corum l'Épargne propose des solutions qui sont adaptées aux projets de ses clients. D'ailleurs, si vous regardez la Formule 2, vous reconnaîtrez la voiture bleue de Victor Martins avec un gros Corum l'Épargne sur le SidePods, avec qui on a fait une vidéo de Trackwalk Hungaroring qui est sortie la semaine dernière sur la chaîne, mais ils soutiennent aussi d'autres athlètes français dans leur projet de vie notamment. Alors du coup, si vous voulez en savoir plus sur Corum l'Épargne et surtout faire un point sur votre épargne, c'est quand même très important, et être accompagné dans vos projets, vous avez évidemment un lien dans la description. La dernière écurie 100% française en Formule 1 date d'il y a plus de 25 ans désormais. C'est l'écurie Prost Grand Prix et j'ai eu la chance de pouvoir rouler la P02 sur le circuit du Luc il y a quelques mois. Alors je vais pas vous faire un retour dans cette vidéo de la voiture, des sensations que j'ai pu avoir, mais on y reviendra à la fois en live et je vous ferai une vidéo dédiée sur l'histoire de l'écurie Prost parce que il y a tellement de trucs à dire que je peux pas le mettre là, c'est pas le sujet. Et oui, dans la voiture, je n'avais pas le V10 Peugeot, mais bien un V8. Et je vous expliquerai aussi le pourquoi du comment, parce que c'est logique, vous allez voir. En revanche, aujourd'hui, ce qui m'intéresse dans le cas de Prost Grand Prix, c'est le fait qu'Alain Prost a basculé forcément de pilote à team manager et propriétaire d'écurie en rachetant Ligier, tout en étant fortement incité par des proches et des hommes politiques. Et toute cette histoire-là est intéressante et donne une idée de ce que est devenue la Formule 1 aujourd'hui. Alors le projet à l'origine devait s'appeler plutôt l'écurie France entre guillemets pour avoir cette ambiance et cette valeur française au global pour aller vers cet esprit national et patriotique très positif avant de se diriger vers Prost Grand Prix plus attrayant d'un point de vue marketing. L'écurie s'est installée à Guyancourt en région parisienne, elle était 100% française en ce qui concerne la fabrication des châssis, équipée de moteurs 100% français de chez Peugeot. Malgré tout, et c'est aussi une certaine preuve de clairvoyance de voir au-delà du spectre de la nationalité,
qu'il y avait quand même dans l'écurie, dans les rangs de l'écurie, des Britanniques, des Italiens par exemple, d'autres personnes d'autres nationalités que de la France. Vous pouvez compter par exemple John Barnard qui a conçu les McLaren victorieuses des années Prost, justement, et a aidé au développement de l'AP02 par exemple. L'ambition, elle restait de représenter la France dans la catégorie reine du sport automobile. À ce projet se sont associés un grand cigarettier, un industriel français comme Peugeot ou encore Canal+, et évidemment l'État français. Bref, il y avait ce rêve de bleu, blanc, rouge et tout le monde y mettait sa pierre à l'édifice. L'un des plus gros problèmes dans ce projet fut que malgré l'ambition collective et le bon vouloir de tout le monde voulait avoir son mot à dire et tout le monde voulait prendre une décision ou avait des intérêts parfois un peu différents. Alain Prost, avec tout le bon vouloir et la bonne volonté, devait se plier à certaines exigences de ses partenaires, certaines manières de faire, qu'ils soient privés ou publics, ce qui a pu empêcher la progression de ce projet. Les résultats sportifs ont été en dents de scie, la performance des voitures aussi, avec tout de même un moteur récalcitrant sur la fiabilité en particulier. L'écurie a eu des difficultés de financement, des difficultés de management, une Formule 1 qui à l'époque se globalisait de plus en plus et une écurie qui s'isolait de plus en plus en soutenant cette idée du 100% français. 5 ans plus tard, c'est le dépôt de bilan, la fin du rêve de Prost Grand Prix. Ce projet n'était pas qu'un projet sportif, c'était une idée, celle qu'on pouvait faire de la Formule 1 à la française en entrant dans cette nouvelle ère incroyable du 21e siècle. Aujourd'hui, vous le savez et on le sait tous, la Formule 1 est un sport relativement anglais par origine. Malgré le terme français de Grand Prix ou une fédération internationale de l'automobile historiquement française, le concret, les fabricants, etc. se sont toujours trouvés en grande partie sur le sol britannique. L'épicentre mondial de la Formule 1 est en Angleterre, dans ce que l'on appelle aujourd'hui la Motorsport Valley. Toutes les écuries qui roulent en championnat du monde de Formule 1 sont à quelques kilomètres les unes des autres, non loin de Silverstone, et ce depuis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. À compter de 2026, 10 des 11 écuries présentes en Formule 1 auront au moins une base en Grande-Bretagne. Seul Ferrari restera à 100% en Italie. Cadillac a ouvert une usine en Grande-Bretagne, Sauber, qui est d'origine suisse et qui deviendra Audi en 2026, est aussi en train d'ouvrir une base en Grande-Bretagne. Racing Bulls, qui est d'origine italienne puisque l'écurie a commencé sous la dénomination de Minardi à Faenza en Italie, travaille de plus en plus en Grande-Bretagne à travers l'usine de Red Bull à Milton Keynes. Et puis vous avez Haas par exemple, qui a aussi une base en Grande-Bretagne. À force d'avoir une Motorsport Valley qui se développe, forcément cela crée une demande d'emploi, cela demande donc de former de futurs ingénieurs par exemple, entre autres, et c'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas aussi que l'on trouve les meilleurs fournisseurs spécialisés pour les écuries de F1, les circuits sont courts entre guillemets entre le fournisseur et l'usine, on a aussi les souffleries, les talents, que ce soit sur le génie mécanique, le génie aérodynamique. Le sport, au fur et à mesure des années, se produisant en Angleterre, s'est forcément développé plus facilement aussi en Angleterre. Il est donc devenu anglais par défaut, entre guillemets. Alors tout ça, c'est pas un reproche, c'est pas grave, c'est juste une des conséquences que l'on peut observer à travers les années sur l'évolution de la Formule 1. Alors oui, on compte beaucoup d'anglais dans l'écosystème de la Formule 1, mais les individus ne le sont pas tous. Alors, je parle évidemment pas des pilotes, mais si l'on regarde les individus qui travaillent en Formule 1, beaucoup peuvent être français par exemple. Il y en a beaucoup d'Italiens, il y a quelques Allemands, etc. Mais pour les Français, on a des Français qui sont parfois à des postes importants par exemple. Laurent Mekies, Fred Vasseur, Pierre Vacher, Éric Blandin, Gwen Lagrue ou même Jean-Michel Tiby si on prend des caméramans. La F1 est anglaise par défaut, mais surtout par géographie. Cela ne veut pas dire que c'est impossible pour des internationaux hors britanniques, j'entends, de pouvoir rentrer en Formule 1. D'un point de vue individuel, en étant parmi les meilleurs de votre métier et en travaillant votre réseau parce que oui, c'est tout aussi important, peu importe votre nationalité, vous pourrez rentrer en Formule 1. Alors la vraie question, c'est pourquoi on a l'impression que la France a décroché de la Formule 1 et par extension, on peut prendre en exemple d'autres pays. Alors le dernier décrochage en date, c'est la fermeture des portes de la F1 de l'usine de Viry-Châtillon. Vous pourrez dire tout ce que vous voulez, que ça puisse avoir du sens économiquement parlant. Je reste en total désaccord car je pense qu'on perd beaucoup plus à avoir fermé cette branche malgré tout le pognon et le développement que ça coûte. Il n'y a à ce jour presque plus aucun lien à la Formule 1 d'un point de vue industriel en France, d'un point de vue, j'allais dire, direct. Bon nombre d'ingénieurs de Viry-Châtillon sont donc partis et ont été en grande partie, je crois, recrutés par Ferrari. Quelques-uns sont partis continuer leur rêve de la Formule 1 en Angleterre.
Et quand même, pour Mecachrome, qui était le partenaire d'Alpine pour construire et amener sur les Grands Prix les moteurs de l'écurie pour les faire rouler en Formule 1, Mecachrome devrait retrouver normalement du travail avec les moteurs Audi en 2026 sur un schéma un peu similaire que ce qu'a connu Mecachrome avec Alpine. L'autre décrochage que l'on a pu observer est probablement le décrochage financier. Aujourd'hui, très peu de marques françaises sont impliquées avec une écurie de Formule 1. En revanche, le contre-exemple parfait est celui de LVMH, qui a signé un deal sur 10 ans avec le sport directement et pas avec une écurie. Dans le cas de LVMH, j'aimerais que l'on s'attarde juste un instant sur ce cas-là. LVMH, c'est un groupe français de plusieurs entreprises qui sont certes en majorité françaises, mais pas toutes. Et aujourd'hui, le groupe LVMH me donne plus l'impression d'avoir une entité d'origine française, mais qui est devenue complètement internationale sans avoir cette espèce de sentiment français très prononcé. En revanche, c'est effectivement beaucoup plus le cas pour les marques du groupe, que ce soit Louis Vuitton ou Moët et Chandon, pour ne citer que ces marques-là. Mais le groupe LVMH me procure ce sentiment d'origine française, mais devenu apatride, si je peux m'exprimer ainsi. C'est peut-être pas très clair, mais restez bien pour la suite parce que vous allez voir, ça va nous mener quelque part. L'autre gros décrochage que l'on a pu avoir, c'est celui de la politique. A-t-on vraiment besoin que l'État français soutienne un effort en Formule 1, que ce soit pour un Grand Prix, pour une écurie, pour un industriel, pour un pilote, etc. C'est une autre question. Personnellement, je ne suis pas fan de voir l'État français soutenir des projets en Formule 1, sachant que ça coûte extrêmement cher et que vous allez probablement tomber d'accord avec moi, mais je pense qu'il y a probablement plus urgent et plus intéressant pour notre pays que de dépenser nos impôts pour faire des P14 le dimanche par exemple. Pour financer une telle activité, il faut que ça se fasse par le secteur privé. Le gros problème du décrochage politique français, ou même d'un décrochage politique dans n'importe quel autre pays qui soutient par exemple un effort en Formule 1, c'est qu'à chaque changement d'élection, le soutien peut partir. Et cela crée une vraie instabilité dans un projet qui, pour réussir en Formule 1, en a cruellement besoin à travers plusieurs années. On a besoin d'une stabilité. C'est aussi justement le problème qu'a connu Prost Grand Prix vers la fin de son histoire. La dernière question que j'aimerais poser, c'est est-ce qu'on peut être encore français en Formule 1 ou plutôt est-ce que l'on peut être encore national hors britannique en Formule 1 d'un point de vue structurel, sentiment, etc. J'insiste vraiment sur le structurel sentiment, tu vois. Alors le dernier bastion qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, cela reste Ferrari et les Italiens. Bien que chez Ferrari on fait appel évidemment à des individus de toute nationalité et pas que des Italiens. D'ailleurs, l'histoire a prouvé à plusieurs reprises que trop d'Italiens, par exemple, chez Ferrari, c'était pas un facteur de performance, parfois au contraire. Avoir une entreprise multinationale, mais surtout multiculturelle, est aujourd'hui hyper importante en Formule 1 et même dans d'autres secteurs. L'autre exemple qui a été une catastrophe industrielle est celui de Toyota dans les années 2000, malgré une base à Cologne en Allemagne qui aujourd'hui sert pour le championnat du monde d'endurance et le WRC pour Toyota. Toyota a voulu rentrer en Formule 1 et tenter d'être performant à la manière japonaise, avec la culture japonaise. Le problème, c'est que la culture japonaise vis-à-vis de la Formule 1 à cette époque n'était pas la bonne et manquait peut-être de roublardise, d'agilité, de pas mal de choses. En fait, cette confrontation des deux cultures, d'un choc culturel, a empêché de pouvoir avancer et de pouvoir performer dans un environnement qui est différent de ce que les Japonais avaient l'habitude d'avoir. Alors si on regarde les autres écuries, Mercedes n'a presque rien d'allemand à part le logo et la nationalité de la marque. Bien évidemment qu'il y a quelques personnalités individuellement au sein de l'écurie, mais les moteurs Mercedes sont conçus et fabriqués à Brixworth en Grande-Bretagne. Et les châssis sont aussi conçus et fabriqués à Brackley en Grande-Bretagne. Alors oui, on peut être encore français en Formule 1, peut-être pas nécessairement d'un point de vue du groupe, mais plutôt d'un point de vue individuel. Bon nombre de personnalités françaises aujourd'hui en Formule 1 ont montré à travers plein d'accomplissements qu'ils pouvaient être parmi les meilleurs. Les frictions que l'on connaît entre l'usine d'Enstone en Grande-Bretagne et le management de Renault par exemple en France nous montrent depuis maintenant des années une sorte de couple qui n'arrive jamais à se mettre d'accord et qui s'engueule. Ce qui n'est pas le cas des autres écuries avec un schéma structurel similaire. Est-ce que c'est parce que dans les autres cas, le management vient de la partie britannique ou est-ce que c'est l'inverse? Je ne sais pas. C'est peut-être culturel, hein, entre les Français et les Anglais, on les adore, mais on adore aussi les détester et généralement ça va dans les deux sens aussi. Ou alors c'est vraiment juste entre Enstone et Renault que vraiment il n'y a plus rien qui va et voilà. Bon, bref, c'est assez étrange, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Pour terminer, et ça va vous rappeler justement ce que je vous disais sur LVMH,
j'aimerais qu'on se pose la question de savoir si ça a toujours un intérêt ou une place d'avoir des écuries de Formule 1 nationales entre guillemets. Est-ce que l'on n'est pas rentré dans un système si global et si mondial que finalement, ça n'a plus autant sa place qu'avant? La vraie réponse est peut-être oui, car désormais la Formule 1 n'est plus autant un sport où des nations s'affrontent comme c'était le cas au début des Grands Prix automobiles et même des Grands Prix automobiles d'avant-guerre. Aujourd'hui, c'est un sport international où des groupes privés multiculturels s'affrontent. C'est le cas de Mercedes, c'est le cas d'Aston Martin, c'est le cas de Audi, bref, les exemples, on n'en manque pas. Raisonner par pays ou par nation, c'est peut-être plus possible pour construire un projet aujourd'hui en Formule 1. Le seul contre-exemple qui finalement confirme la règle est celui de Ferrari, car au travers de toutes ces années en Formule 1 depuis le début de l'histoire du sport et par le rayonnement de la marque automobile, Ferrari reste et devra probablement rester italien par pure mythologie, bien que cela puisse être au détriment parfois de la performance. Très certainement que Ferrari pourrait y gagner à ouvrir une base en Grande-Bretagne par exemple. Mais est-ce que les Italiens avec qui on est relativement proches, même cousins je dirais, seraient prêts à ce genre de virage pour la marque au cheval cabré? Car l'italien comme le français est relativement très fier. Ça doit être un truc latin je pense. Pourtant, nous avons presque inventé le sport automobile. Nous jouissons d'une des plus grandes courses du monde qui sont les 24 heures du Mans. Nous avons aussi un écosystème dans le sport automobile en dehors de la Formule 1 qui est très développé, qui est même envié dans le monde. Oreca qui conçoit des châssis et surtout fabrique des voitures de course pour beaucoup de catégories, que ce soit en hypercar ou en GT3. Nous avons Ligier, Michelin, le circuit Paul Ricard, Manicourt, on a roulé sur la catégorie du WRC plusieurs fois, on a inventé le Paris-Dakar. Bref, oui, la France est une nation du sport automobile. La vraie question c'est comment on peut développer notre écosystème de sport automobile pour, pourquoi pas un jour, asseoir une présence forte et pérenne en Formule 1. La réponse c'est que ça risque de coûter beaucoup trop cher parce que désormais, on repart presque à zéro. Alors forcément, la dernière vraie question qu'il faut se poser et qui est parfois plus difficile que toutes les autres, c'est de savoir si le problème finalement, ce n'est pas la structure, l'écosystème, les personnes, les conflits, mais tout simplement notre approche, notre mentalité. Il faut peut-être accepter qu'en 2025, c'est rationnel de s'installer en Grande-Bretagne, non loin de Silverstone et dans la Motorsport Valley, afin d'aller chercher ce qui se fait de mieux, que ce soit en termes de talent, en termes de fournisseurs de pièces par exemple, car là aussi, mine de rien, c'est quand même assez attaqué. L'écosystème est extrêmement développé par rapport à d'autres pays. Finalement, ce rêve du 100% français appartient peut-être plus au passé et qu'il faut aussi accepter que le drapeau français ou une marque française n'est qu'un stickers dans un sport qui est globalisé, ou Alpine, ou Renault, ou peu importe, ne représente pas la France, ne représente pas une idée de la France, mais simplement d'origine française et de culture mondiale, comme le groupe LVMH par exemple. Alors je reconnais, moi j'ai beaucoup de mal à visualiser ou à me projeter dans ce concept-là parce que c'est pas quelque chose d'habituel. Et je reconnais qu'en écrivant cette vidéo, en vous disant ces mots-là, au-delà de la fierté entre guillemets d'être français, c'est très bizarre d'essayer d'accepter de perdre le contrôle sur une marque privée française qui représente une idée de la France qui n'a simplement aujourd'hui qu'une origine, qui n'aurait qu'une origine française et qui a le droit et peut se développer de manière multiculturelle à l'international où d'autres nations, individus par nationalité, viennent mettre leur pierre à l'édifice pour créer quelque chose d'encore plus grand. En fait, j'ai envie de vous dire, après c'est une réflexion personnelle, c'est un peu similaire dans ce que j'ai pu vivre quand j'ai laissé des monteurs monter mes propres vidéos. En fait, c'est ultra dur parce que j'avais une idée très précise en tête de ce que je voulais en termes de montage et je sais que les monteurs allaient faire différemment de moi ou que moi j'aurais fait différemment d'eux. Mais les vidéos qui sortent ne sont pas juste le produit de ma propre personne, mais de plusieurs personnes avec des vues, des avis et des manières de faire différentes, des cultures différentes entre guillemets, même si bon, on est quand même très proches, mais voilà. L'autre problème que l'on a en France, et il est probablement propre à notre pays, c'est que l'on est aussi fort pour se battre contre les autres, au point de vue mondial, que pour se battre entre nous. Même énergie, globalement. Est-ce que l'on a du mal en tant que groupe ou en tant que nation à travailler avec les autres? Je sais pas, peut-être. On est peut-être tout simplement à part. C'est pas grave. On peut y voir aussi du positif, de faire les choses différemment, à la française entre guillemets. Alors oui, notre plus gros défaut est d'avoir de l'ego et d'être orgueilleux parce qu'au fond, nous nous savons tellement capables des plus grandes prouesses et c'est aussi ce qui fait notre fierté, mais dans un monde qui se mondialise depuis maintenant plusieurs décennies,
les frontières deviennent de plus en plus floues, que ce soit d'un point de vue culturel, d'un point de vue même géographique aussi de temps en temps, d'un point de vue financier, d'un point de vue humain, bref, le monde s'est globalisé. Peut-être finalement que ce qui surpasse aujourd'hui les nations en Formule 1, ce sont ces grandes corporations que sont devenues les écuries, un peu comme dans Cyberpunk, où des corporations prennent le dessus sur les États et les nations, et à voir les dernières Ferrari sortir des ateliers de design, on se dirige vers ce futur. Alors j'ai conscience que ce sujet il est hyper complexe à traiter et que j'en ai traité certainement qu'une petite partie ou qu'un aspect, mais le travail de la réflexion il est plaisant et je suis sûr qu'en commentaire vous compléterez, vous aurez plein de remarques hyper pertinentes que je dirai avec grand plaisir. Plaisir que j'ai pris aussi à faire ce track walk avec Victor Martins que vous pouvez aller voir sur la chaîne. C'est un format vraiment qu'on a voulu tester malgré énormément de contraintes, mais on en reparlera en live parce qu'à l'origine ça devait durer tellement plus longtemps et vous aurez pu avoir une vidéo tellement plus ouf. Mais bon, c'est le problème de travailler en Formule 1 aussi. Bref, on se retrouve très vite pour parler de Formule 1 et surtout des Grands Prix parce que je sais que ça vous manque et que forcément on va revenir sur parler des Grands Prix en règle générale. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.